Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle était la nièce de François Ier, mais aussi et surtout la mère d'Henri IV. C'est Jeanne d'Albret que nous raconte Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jeanne d'Albret a été une femme de caractère. Elle a su toute jeune tenir tête à François Ier, je vais vous raconter ça dans un instant, avant de forger les qualités de ce Henri de Navarre qui deviendra le roi Henri IV. Je suis heureux qu'en cette veille de Pâques, Bernard Berdoudas ait pu se libérer pour venir nous parler de cette grande dame protestante. Je vous rappelle qu'on célèbre en ce moment le 5e centenaire de la Réforme. Et à partir de 15h, c'est donc le pays de Jeanne d'Albret que nous allons découvrir. Oui, au cœur de l'ancien royaume de Navarre. Nous allons aller nous balader du côté d'Orthez, en compagnie de l'historien Alexis Chasse, auteur de Portraits béarnais. Orthez, ancienne capitale des vicomtes de Béarn, où notre Jeanne avait transféré l'académie protestante, devenue université sous le règne de son fils. Pour le moment, laissez-moi donc vous raconter comment notre héroïne a fait ses débuts, des débuts précoces sur la scène de l'histoire. C'était en 1538. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1538, une petite princesse, elle a une dizaine d'années, arrive au château de Plessis-les-Tours, sur la rive du Cher. On peut imaginer cette petite jeune fille à la fois fragile et assez gaie. Elle a les yeux clairs, les cheveux tirant sans doute vers le roux. Son nom, Jeanne d'Albret. Il faut vous dire qu'elle n'est pas n'importe qui, bien entendu, puisque son père, Henri d'Albret, n'est autre que le roi de Navarre, un petit royaume pyrénéen, coincé entre la France et l'Espagne. Il n'est roi que d'une partie de son royaume, d'ailleurs, nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure. Quant à sa mère, eh bien sa mère, c'est la fameuse, la brillante Marguerite d'Angoulême, devenue Marguerite de Navarre. C'est la sœur de François Ier. Jeanne est la fille unique de ce couple exceptionnel, et ça fait d'elle évidemment l'héritière présomptive de la couronne navarraise. Si elle a quitté le château où jusqu'alors elle grandissait à l'écart de l'agitation du monde, c'est à la demande expresse de son oncle, le roi de France. En effet, François Ier a une crainte que la jeune Jeanne soit promise par le roi de Navarre, donc par son père, à un fils ou à un neveu de Charles Quint. Vous savez que le roi des Espagnes, comme on disait à l'époque, l'empereur du Saint-Empire, était l'ennemi absolu, juré de François Ier. Le père de Jeanne aurait intérêt évidemment à conclure ce genre d'alliance, puisqu'en échange, il pourrait espérer récupérer justement toute la Haute-Navarre, c'est-à-dire la partie sud de son royaume, qui est occupée par les Espagnols à l'époque depuis de longues années. C'est dans ce contexte que François Ier juge donc plus prudent de garder à vue, comme on dit, de garder sa nièce navarraise dans le Val-de-Loire. Et voilà donc comment Jeanne est installée un peu à l'écart. Alors, ça lui arrive de rejoindre la cour de François Ier, qui à l'époque est une des plus brillantes qu'on puisse imaginer. Difficile de nous rendre compte de l'impression que doit faire sur cet enfant de 10 ans, cette petite cour pleine de tous les fastes possibles et de tous les divertissements, une cour où l'on croise constamment les personnalités les plus éminentes du temps. Elle ne tarde pas à se trouver aux premières loges, si je puis dire, d'un certain nombre de grands événements politiques. À cette époque, François Ier et Charles Quint, après bien des conflits, ont réussi à trouver un modus vivendi. Ils sont en paix pour l'instant. Jeanne a le privilège d'assister à une visite diplomatique de l'empereur en France. Alors, c'est une visite, au départ, ce n'était qu'un passage de l'empereur à la fin de l'année 1539. Il voulait juste se rendre du côté de Gand, mater une révolte dans les Flandres. Sauf que, évidemment, ça a tourné d'une toute autre manière. François Ier a vu les choses en grand et il a voulu éclabousser littéralement la cour d'Espagne par le raffinement qu'il jetterait au visage de Charles Quint. Le roi lui fait donc traverser toute une série de somptueuses résidences royales, dont certaines sont récentes. Il propose des chasses, des fêtes, des bals, à n'en plus finir. Sur un plan diplomatique, disons tout de suite que la rencontre n'aura aucun effet probant. Et alors, pour ce qui est de Jeanne,
cette affaire va même se montrer contre-productive puisqu'elle donne à Charles Quint l'occasion de voir Jeanne de très près. Or, l'empereur est séduit. C'est François Schermina qui le raconte, je la cite. Il trouva Jeanne avantagée d'un bel esprit, d'un extérieur agréable, vertueuse et parfaitement élevée, et il la fit demander officiellement en mariage par son ambassadeur, sans qu'il fût d'ailleurs question de rendre la Haute-Navarre à son légitime propriétaire. N'exagérons rien, bien entendu, François Ier ne veut pas entendre parler d'un tel projet. À ses yeux, Jeanne doit servir en priorité ses propres intérêts, non pas ceux de son père, encore moins ceux de Charles Quint, vous imaginez bien. Ainsi, François ne tarde pas à trouver un autre prince qu'il juge digne de sa nièce, dans ce contexte de regain des tensions en Espagne. En effet, dans la période qui va suivre la fameuse visite de Charles Quint, le connétable de Montmorency, qui, vous savez, est un des grands partisans de la paix avec l'empereur. Montmorency est presque une sorte d'ambassadeur bis de l'empereur à la cour de François Ier. Montmorency est moins écouté. On se dirige petit à petit vers une reprise des hostilités et on sait bien qu'un jour ou l'autre, Charles Quint redeviendra l'ennemi qu'il n'a cessé d'être pour François Ier. Donc, François a tout intérêt à aller se chercher des alliés en Allemagne. Il va notamment se rapprocher d'un jeune prince, Guillaume de la Marck, qui est duc de Clèves, un prince capable de gêner Charles Quint, d'être une grosse épine dans son pied. Le duc de Clèves a une vingtaine d'années. Il est assez logique que son alliance avec la France se traduise en termes matrimoniaux par donc un mariage. Et François a songé, pour trouver épouse à ce duc de Clèves, il a songé à sa nièce, à cette pauvre Jeanne qui donc maintenant a 11 ans. Des négociations commencent, autant vous le dire, les obstacles sont nombreux. Henri de Navarre ne veut même pas entendre parler de cette histoire. Vous imaginez son héritière s'engager dans une union avec un prince allemand, surtout que tout cela, lui, ne lui rapportera rien du tout. Quant à la mère de Jeanne, la savante Marguerite, qui est tout de même fille de France, qui est la sœur du roi, qui est une personnalité éminente, elle a tendance, à tort ou à raison, à juger le duc de Clèves d'une naissance insuffisante pour sa fille. Peut-être aussi trouve-t-elle tout simplement Jeanne trop jeune pour se marier. Quant à Jeanne, influencée par ses parents, elle a, semble-t-il, elle aussi son avis sur la question et ce n'est pas un avis favorable. L'heure n'est pas encore à l'opposition affichée, mais elle n'est sûrement pas au battement de main du côté de la petite Jeanne. On pourrait penser qu'à cette époque, la vie d'une princesse de 11 ou 12 ans n'a en vérité aucune importance, et on aurait raison de le penser. Sauf qu'en l'occurrence, l'adolescente dont je vous parle n'est pas n'importe qui, elle s'affirmera bientôt comme l'un des plus grands caractères de son temps. À tort, la musique d'un règne, François Ier, interprété ici sur Europe 1 par Dulce Mémoire. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi sur les traces de Jeanne d'Albret. Et la suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, sachez que nous sommes au début des années 1540 et nous nous intéressons cet après-midi à Jeanne d'Albret, l'héritière du petit royaume de Navarre et nièce de François Ier. Elle a à peine 12 ans et déjà la question de son mariage se pose sérieusement. J'aime bien quand vous résumez comme ça. J'aime bien pour ceux qui nous rejoignent. Je me demande toujours ce que sont ces notes que vous prenez pendant un programme. C'est tout ça, Franck. Vous voulez que je continue? Alors, oui. Son père voudrait qu'elle épouse un prince espagnol. Le roi de France préfère l'unir à un jeune Allemand, le duc de Clèves. Alors, avant de savoir si Jeanne va pouvoir échapper à ce mariage qu'elle ne souhaite pas, je voudrais quand même qu'on parle un peu plus de la Navarre. C'est quoi exactement? Alors, c'est un petit royaume qui a été constitué au 9e siècle. Disons honnêtement qu'au 16e, ça n'est plus grand-chose, la Navarre. C'est une rémanence. C'est un vestige historique. Les Espagnols occupent Pampelune, qui est donc la capitale quand même, ainsi que donc toute la partie sud du pays. Ils le font depuis 1512, ce qui veut dire qu'il reste un petit territoire au nord des Pyrénées qui fait à peu près 5 fois la superficie de l'actuelle ville de Paris. Vous voyez, c'est vraiment un petit territoire. Le souverain, donc, malgré son titre de roi, ça n'est pas rien dans le protocole, mais pour le reste, il ne compte pas beaucoup sur l'échiquier européen. Le défi, tout de même, ça lui a permis d'épouser la sœur du roi de France. Vous voyez, ça n'est pas rien d'être roi, évidemment. Le défi de la Navarre, coincé, je vous le disais, entre France et Espagne, c'est sa survie. Et c'est, si possible, la reprise de contrôle
de toute sa partie sud. Particularité, la couronne peut se transmettre par les femmes, ce qui fait donc de l'unique enfant d'Henri d'Albret et de Marguerite d'Angoulême une probable future reine de Navarre. Ça, c'est intéressant pour le statut de cet enfant. Qui va-t-elle épouser? Donc, c'est bien la question. Le duc de Clèves se dit que, après tout, en épousant Jeanne d'Albret, il sera peut-être un jour le roi de Navarre. Les négociations avancent bien, d'ailleurs, avec François Ier. Et le père et la mère, le roi et la reine de Navarre, peinent toujours à accepter cette idée. Inutile de vous dire que François Ier n'a que faire des réserves émises par son beau-frère et par sa sœur. Marguerite va quand même tomber malade de cette affaire. Et Henri, à la suite d'une mauvaise chute de cheval, est empêché de quitter les territoires du sud-ouest, ce qui veut dire que les négociations vont avoir lieu en plus loin des parents de Jeanne. Le roi s'impatientait, raconte Françoise Carmina, et le duc de Clèves aussi. Les parents lui faisaient remarquer que leur fille était bien jeune, bien maigre, bien fragile, et que ce mariage selon Dieu et selon la nature n'était pas encore prêt. Le duc de Clèves, dans sa réponse, laissa entendre, ce qui piqua Marguerite, qu'il pouvait parfaitement se passer de leur accord, ayant celui du roi, donc de François Ier, mais il proposa tout de même un délai de 2 ans, avec un engagement formel de leur part. Henri eut l'honnêteté ou l'insolence de lui écrire qu'il ne pouvait promettre ce qu'il ne pensait tenir. J'aime bien ce genre de formule. Henri et Marguerite trouvent un soutien. Ce sont ce qu'on appelle les États de Navarre, c'est-à-dire cette assemblée qui, dans le petit royaume, a son mot à dire. Or, comme le relève Bernard Berdoudas, les députés béarnais font part de leur désapprobation de voir leur princesse ainsi se marier avec prince étranger. Ça ne plaît pas du tout, cette histoire. Mais François Ier n'en a que faire. Jeanne est sous son contrôle, elle est assez isolée, vous l'aurez compris, et donc au printemps 1541, il décide d'organiser une rencontre avec le duc de Clèves. Et pour l'occasion, il vient lui-même au-devant de sa nièce. La rencontre aura lieu chez elle, à Plessis-les-Tours, qui était l'ancien manoir où s'était retiré Louis XI sur la fin de son règne. Vous savez, il faut imaginer François Ier de cette stature, c'est un géant, François Ier, il est impressionnant, il a tout de royal, il est la majesté incarnée. Il faut imaginer donc ce géant royal qui arrive fort de son autorité de roi de France, entrant dans cette pièce où se trouve la petite gamine elle a 12 ans, la pauvre. Toute fragile. Elle ne se démonte pas. Elle affirme son refus d'épouser le duc de Clèves. Alors là, le roi est quand même un peu sidéré. Il lui dit: comment? Vous paraissiez jusqu'ici satisfaite de ce mariage. Qui donc vous a fait ainsi changer d'avis? Je ne savais pas encore qu'il déplaisait au sujet de mon père, auquel je ne veux point faire de tort, et préfère encore entrer au couvent, dit la petite, qui sait quand même décidément ce qu'elle veut. Le roi n'en revient pas, il commence à argumenter. Jeanne persiste, elle est en larmes, elle finit même par menacer de se jeter dans un puits. Là, quand même, François Ier se met en colère, il s'en prend à l'entourage de la princesse, il prend congé, non sans avoir lâché des mots terribles. Je jure Dieu que j'en ferai couper des têtes, dit-il. Et peu après, la visite du duc de Clèves a donc lieu, entrevue très courte, glaciale, un petit quart d'heure, vous imaginez l'ambiance. Finalement, la raison du plus fort est la meilleure, et bien sûr que François Ier va obtenir la soumission du roi et de la reine de Navarre. La date des noces est fixée dès juin 1541 à Châtellerault. Le roi entend que la fête soit somptueuse. Il faut bien sûr donner beaucoup d'éclat à ce qui, au-delà d'un simple mariage, est un véritable accord politique, vous l'aurez compris, dans la perspective de cette reprise des hostilités avec Charles Quint. Donc la cérémonie est annoncée. Jeanne n'hésite pas à formuler un acte de protestation, c'est-à-dire qu'elle va affirmer devant témoins qu'elle ne consent pas à ce mariage. Est-ce que ce sont le roi et la reine de Navarre, ses parents, qui l'ont poussée dans cette voie? C'est très difficile à savoir. Jeanne signifie d'ailleurs sa mauvaise volonté jusque dans l'église. Imaginez là la pauvre couverte de sa grande robe de noces, couverte de pierreries et de parures, et elle s'arrête au milieu de l'allée. Elle décide qu'elle n'ira pas plus loin. Dans l'assistance, on se regarde,
on s'interroge, ça commence à bruisser, vous savez, que se passe-t-il, mais que se passe-t-il? La jeune fille n'avance pas vers l'autel, et là François Ier va ordonner au connétable de Montmorency de se saisir de Jeanne pour la mener à l'autel. D'ailleurs, il le tutoie. C'est un moment terrible qui va beaucoup choquer Montmorency, qui sera à l'origine de son départ de la cour. Bref, on emmène Manu Militari, la pauvre jeune fille, qu'on agenouille devant l'autel. Cérémonie ensuite du coucher des époux, même si quand même, en raison de l'âge de la mariée, le duc de Clèves se contente de poser symboliquement son pied nu sur la jambe nue de la jeune fille. Vous voyez, c'est vraiment une consommation très millimétrée. Tout ça n'irait pas plus loin pour l'instant. Seulement, les Navarres n'ont pas perdu la partie de leur point de vue. Ils sont convaincus qu'ils vont réussir à retourner les choses. Et vous savez, quand Jeanne veut quelque chose, généralement, elle l'obtient. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte Jeanne d'Albret. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Et puis de 15h à 15h30, nous irons visiter Orthez et sa région. Nous serons donc dans les Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. Alors si vous êtes orthésien ou suzanais, n'hésitez pas à venir nous parler de votre région sur Twitter avec le hashtag ACDH, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Et vous le savez, maintenant c'est une tradition. Nous attendons vos belles photos. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'histoire de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV. Une histoire aussi forte que son caractère, parce qu'à l'âge de 12 ans, elle doit épouser par contrainte le duc de Clèves, à moins qu'il y ait un rebondissement. Eh oui, alors, ils n'ont pas eu le temps tellement de se fatiguer l'un de l'autre, Oui, les jeunes mariés, puisque le duc de Clèves est reparti aussi sec dans ses états, sans sa femme. Les mois passent, la guerre projetée par François Ier a bien lieu, ça il fallait s'y attendre, et de nouveau la France entend bien prendre le dessus sur les états impériaux. Une nouvelle fois, c'est une entreprise très compliquée, et en tant qu'allié de la France, le duc de Clèves est à la manœuvre sur tout le front nord-est, sur le front Brabançon. On est déjà en 1543 à ce moment-là. Le prince demande de plus en plus qu'on lui envoie son épouse, ce qui paraît un petit peu légitime. Elle a 14 ans maintenant, hein. Elle est nubile, après tout. Elle pourrait devenir véritablement son épouse. Jeanne voudrait rester, évidemment, le plus longtemps possible à la cour. Elle se résout néanmoins au voyage. Elle est duchesse de Clèves. Et là, c'est vraiment une page qui se tourne sur son enfance. Elle quitte la cour, elle s'éloigne de ses parents, et alors qu'elle est encore en chemin, dans quel état d'esprit, vous imaginez, une nouvelle lui parvient, le genre de nouvelle qui pourrait tout changer. Le duc de Clèves vient d'essuyer une très lourde défaite face aux troupes de Charles Quint, à tel point qu'il doit rapidement négocier une paix sauvage, si je puis dire, avec l'empereur, ce qui veut dire que l'alliance qu'il avait conclue avec François Ier vole évidemment en éclats. Ah, mais est-ce que ça ne remettrait pas en cause le mariage qu'il a contracté avec la nièce du roi de France? Bernard Berdoudas raconte: Jeanne se remet à espérer, car elle ne pouvait attribuer ces nouvelles si inattendues qu'à l'œuvre de Dieu. Elle est très pieuse et très fervente, cette jeune fille, et elle a maintenant de bonnes raisons de croire en sa bonne étoile. Ben oui, même si, à mon avis, beaucoup. Si le duc de Clèves persiste à demander la venue de son épouse à la cour de France, cette fois François Ier se dit qu'après tout, sa nièce a peut-être raison. Bon, pour le moment, on poursuit cette guerre difficile qui s'achève en septembre 1544. Les procédures pour obtenir la nullité du mariage vont s'enchaîner, vont suivre la conclusion de la guerre. Jeanne renouvelle sa protestation, notamment en avril 1545 dans une église proche de Tours. Elle remet également à des envoyés de son supposé mari la magnifique bague qu'il lui avait offerte. Et finalement, à la demande de la cour de France, bien entendu, le pape va accorder l'annulation en octobre. Il est assez facile d'argumenter que le mariage a été contracté contre la volonté de Jeanne, qui avait protesté devant témoins, ça tombe bien. Et puis de plus, c'est un mariage qui évidemment n'a pas encore été consommé, ce qui veut dire
qu'à l'âge de 16 ans, notre petite Navarraise est libre. Extraordinaire nouvelle. François Ier insiste quand même pour la garder auprès de lui. Il semble toujours redouter que son père, le roi de Navarre, ne la marie avec les Habsbourg, ne la marie avec ses rivaux, bien entendu. Le destin de Jeanne s'éclaircit, mais il demeure en suspens. Il est évidemment encore dans la main du roi de France. Finalement, le ciel s'éclaircit plus encore sous le règne suivant, puisque François Ier va mourir, vous savez, en mars 47. C'est son fils Henri II qui lui succède, et Henri est tout à fait d'accord pour marier sa cousine avec un prince proche de la couronne. Alors là, il y a deux partis possibles. François d'Aumale, qui appartient à la famille de Guise, famille de Lorraine, pleine d'ambition, courageux au combat, à la recherche d'une alliance prestigieuse. C'est lui, vous savez, qui vous a fait vous trouver mal. Vous vous rappelez, il a subi cette Bien sûr. cette affreuse opération au visage. Flèche Oui, voilà, dans l'œil. Exactement. Donc, c'est lui le balafré en question. Et puis l'autre, c'est Antoine de Bourbon, premier prince du sang, qui descend directement de Saint-Louis, personnage valeureux, attachant, qui contribue à relever sa famille, touchée dans son honneur depuis que le connétable de Bourbon s'était retourné, vous savez, contre François Ier. Quelques décennies plus tôt, la grande trahison du connétable. Brantôme décrit ainsi Antoine de Bourbon: très bien né, brave et vaillant, car de cette race des Bourbons il n'y en a point d'autre, belle apparence étant de belle taille, la majesté toute pareille, la parole et l'éloquence très bonne, fort adonné à l'amour aussi, ingrat un peu, disait-on, à l'endroit d'aucun qui l'avait servi et peu vindicatif. Bon, les deux hommes s'opposent donc au sujet de la princesse. Jeanne penche pour l'union avec le bel Antoine de Bourbon. En Navarre, son père ne trouve pas grand avantage à cette alliance, mais peu importe. Allez, elle a bien gagné son mariage d'amour, si l'on peut dire. Et le 20 octobre 1548 a donc lieu le second mariage, véritable mariage, si je puis dire, de Jeanne. Alors maintenant, elle a presque 20 ans. Hein. Elle est bel et bien mariée, elle est heureuse, tout va bien. C'est une histoire qui finit bien, vous voyez que ça existe. Un peu moins de 7 ans plus tard, à la mort de son père, Henri d'Albret, eh bien c'est elle qui devient reine de Navarre. Elle a depuis 1553 un fils qui lui aussi s'appelle Henri. Vous le connaissez, ce fils-là, puisque bien entendu il est appelé à un très grand destin, ce Henri de Bourbon. C'est lui qui, dans des circonstances que je n'ai même pas besoin de vous rappeler, deviendra le roi Henri IV et le fondateur de la dynastie des Bourbons. Bonjour Bernard Berdoudas, merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous avez fait des efforts pour être là cet après-midi et nous parler de cette Jeanne d'Albret que nous avons vue dans sa jeunesse, mais que nous allons, grâce à vous, suivre jusqu'en son vieil âge. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, la mère fougueuse au fort caractère d'Henri IV. Et nous allons plus loin dans l'histoire de cette femme avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez cet après-midi Bernard Berdoudas. Il est avocat, historien et auteur de Jeanne III d'Albret, chronique 1528-1572, paru chez Atlantica. Elle avait un caractère bien trempé, cette petite Jeanne. Cette affaire, cette capacité qu'elle a eue à résister à son oncle, le roi François Ier en personne, est quand même assez étonnante, non ? C'est assez étonnant, effectivement, de voir une jeune fille de 12 ans à peine tenir tête à ce colosse d'oncle, puisqu'effectivement, elle a fait valoir ses droits, et en particulier plutôt les droits de son père. Alors, à essayer de... Est-ce qu'elle traduisait les intentions de son père en faisant cela, ou est-ce que c'était ses propres inclinations ? Bon, je pense qu'on peut pas dire, je pense qu'il s'agit de ses propres inclinations. Je pense qu'il s'agit plutôt des inclinations de son père, qui avait fait effectivement venir à Plessis-les-Tours un de ses émissaires pour bien lui expliquer à elle et à son entourage, à Aimé de la Fayette et au comte de Lavedan, qu'il était nécessaire de protester contre cette invitation, contre cette offre de mariage forcé, puisque lui, effectivement, il est la destinée au fils de Charles Quint. Oui, les États de Berne, dans cette affaire, ont soutenu leur roi et leur reine.
Et donc la petite princesse Bien contre sûr. le roi de France, c'était plus grand chose, bien entendu, la Navarre à l'époque. Alors, il faut bien distinguer. Alors d'ailleurs, oui, vous avez raison. Oui, je pense qu'il y a un point quand même qu'il faut bien tout à distinguer. fait. Il y a le royaume de Navarre et il y a la vicomté de Béarn. C'est ça. Henri II d'Albret et Marguerite de Navarre sont d'abord vicomtes et vicomtesses de Béarn, qui est un petit pays souverain qui fait 4500 km². C'est un tout petit pays et qui se situe, je dirais, entre les deux superpuissances de l'époque, la France du trait chrétien et l'Espagne du trait catholique. Et c'est un pays portier puisque c'est lui qui commande et qui contrôle les accès de part et là, de part et ça, Par l'école pyrénéenne, c'est fondamental. Hein. Voilà, les accès à ces deux pays. C'est donc un pays sur le plan de la géopolitique extrêmement important que les deux grandes puissances vont essayer d'une manière générale et régulière, essayer d'annexer. À partir de là, donc, on a bien compris que Jeanne est effectivement un instrument politique, puisque, comme vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, le vicomte de Béarn, ayant perdu la partie, je dirais, méridionale du royaume de Navarre, va s'efforcer de la proposer en mariage à Charles Quint pour pouvoir récupérer la Navarre espagnole. Il y a une femme dont nous avons relativement peu parlé depuis le début de l'émission, mais qui est fondamentale, c'est la mère de Jeanne. C'est une femme tout à fait exceptionnelle, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Il faudra qu'on lui consacre une émission un de ces jours. Voilà, c'est noté. La merveilleuse Marguerite, qui était donc la sœur de François Ier, qui est un esprit très supérieur, très avancé, très étonnant, et qui l'a bien élevée, sa fille, il faut le dire. Il a extrêmement bien élevé. D'ailleurs, Jeanne a été extrêmement bien éduquée. Elle a eu effectivement un grand pédagogue dans la personne de Nicolas Bourbon, qui appartenait à la Gallia Poetica à l'époque de la Renaissance. Et je dirais que Marguerite de Navarre est plus qu'une grande femme lettrée, c'est une femme politique, parce qu'elle appartient directement à l'entourage de son frère aîné, de son frère cadet, et elle fait partie du conseil privé. Et c'est elle qui va aller chercher sa liberté. Elle va négocier directement avec Charles Quint. Elle va traverser toute la France, elle va traverser les Pyrénées pour aller à Madrid, pour essayer effectivement au moment de la captivité du roi. Et voilà, à un moment de la captivité du roi, après la désastreuse bataille de Pavie, elle va négocier en direct avec Charles Quint la libération de son frère. C'est une grande femme, et je dirais, Jeanne se situe dans sa lignée. Mais oui, vraiment. Et elle l'a élevée selon les préceptes qu'elle considérait être ceux de la vraie religion. Notamment, on va y revenir dans un instant à cette affaire de réforme. Dans un roman qui s'appelle Les Fils de France, je m'étais amusé à imaginer, parce qu'on ne sait pas tout bien sûr, à imaginer que c'était Marguerite qui, voyant comment les choses se goupillaient avec le duc de Clèves, avait préparé dès le début l'annulation possible du mariage de sa fille, parce que contrairement à François qui fonçait tête baissée dans tous les pièges, parce qu'il était quand même lui assez limité, bon on va pas revenir là-dessus, elle voyait que cette alliance de Clèves était une alliance fausse et qui n'avait pas de débouché à terme. Et donc est-ce qu'on peut imaginer qu'elle est depuis le début, que ce serait par exemple la raison pour laquelle à Châtellerault elle fait constater que sa fille se marie contre son gré? Alors, dans mes recherches, effectivement, vous avez raison de le signaler, c'est Marguerite de Navarre qui, effectivement, va proposer à son mari cette possibilité, cette porte de sortie éventuelle, qui est celle d'une protestation notariée devant un témoin. Et d'ailleurs, son mari lui demande mais que cela signifie, puisque de toute façon, tu parles tellement à François, ton frère, que cela n'est pas nécessaire, il n'y aura aucune confidentialité à cela, et cela ne pourra pas marcher. Et effectivement, donc, c'est elle qui va initier cette première protestation que Jeanne va établir à Plessis-les-Tours, en compagnie on le sait ça historiquement. Oui, moi j'ai trouvé effectivement, et d'ailleurs j'ai trouvé la trace écrite, elle figure dans mon ouvrage. Vous avez été plus brillant que moi sur ce point-là, mais je suis ravi en tout cas que nous soyons d'accord sur alors effectivement, c'est une première protestation, mais c'est une première protestation qui, vous savez, ce qui est très important dans les protestations à l'époque, c'est de bien faire apparaître le vice de consentement, puisqu'on est à l'époque du droit canonique, et il faut montrer, outre bien sûr le fait que Jeanne est tout à fait nubile à l'époque, elle est très jeune, il faut montrer que son consentement à un mariage est comment dire, est accepté, est accepté sous la contrainte physique ou contrainte morale. D'ailleurs, il y a cette scène absolument choquante dans l'église à Châtellerault, où le roi va ordonner à Montmorency, qui quand même est le premier soldat de France, c'est pas n'importe qui, c'est un très très haut personnage, l'équivalent d'un maréchal de France, on dirait. Il lui ordonne de porter physiquement et par la contrainte sa nièce à l'autel. Montmorency a été
profondément humilié par cet ordre, il a quitté la cour. C'est quand même... Non seulement il a quitté la cour, mais il a été disgracié, très exactement. Oui. C'est-à-dire que François Ier lui a dit Jeanne, ne bougeons pas, puisque le cardinal de Tournon lui demanda aux deux jeunes épousés de s'avancer vers l'autel. Jeanne ne s'avançant pas, il demanda fermement au connétable de Montmorency de la prendre par le col et de l'avancer sur l'autel. Ouais, c'est invraisemblable cette affaire. Bon, bref, c'est une affaire qui finit bien. Le duc de Clèves finit par rompre son alliance. Donc François Ier, qui n'est pas à un retournement près, décide de laisser tomber. Et elle va pouvoir épouser son petit Antoine de Bourbon. Tout va bien finalement. Et c'est un bon couple. Alors c'est un bon couple, puisque effectivement c'est un véritable mariage d'amour. Vous avez fait allusion, vous avez fait référence à ce duel entre François de Guise, François de Lorraine et Antoine de Bourbon. C'est vrai qu'il y a eu une véritable compétition entre ces deux grands dignitaires de la cour de France. Finalement, Henri II a opté pour le prince du sang, Antoine de Bourbon, et c'est donc Antoine de Bourbon d'ailleurs était tout à fait consentant, et Jeanne aussi, elle avait fait dire, et c'est un véritable mariage d'amour qui va se passer à Moulins. Et nous savons que cet amour-là... Moulins sur les anciennes terres du fameux connétable de Bourbon, ancien traître. Voilà, exactement, puisqu'il se marie à Moulins, c'est-à-dire la capitale du duché des Bourbons. Et c'est un mariage d'amour qui va perdurer durant un certain nombre d'années, jusqu'en 1562, très exactement. Il aura fallu quand même, la pauvre, qu'elle ferme les yeux sur beaucoup des aventures de son mari, mais nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jeanne d'Albret cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand. Bernard Berdoudas est avocat, historien et auteur de Jeanne III d'Albret, chronique 1528-1572 paru chez Atlantica. Vous êtes nombreux à réagir à cette émission et notamment sur Twitter le musée Jeanne d'Albret qui se trouve à Orthez et qui vient de tweeter « C'est en effet un mariage d'amour entre Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, un mariage qui aurait été consommé 6 fois durant la nuit de noces. » Ah, ben alors, on sait ça. Il était vantard, le petit Antoine, en fait. Peut-être, mais effectivement, il y a une discussion entre Antoine de Bourbon et Brissac qui lui raconte sa nuit de noces, sa nuit extrêmement gaie, et qui effectivement précise que cette nuit fut fort agitée. Donc, elle a bien fait tenir tête, finalement, voilà, cette petite Jeanne. Alors, la seule chose, c'est que elle est une femme de tête, très solide, très ferme en tout. Et ça, c'est notamment, d'abord, il y a une hérédité probablement, mais il y a aussi l'éducation de cette mère remarquable. On peut pas en dire autant d'Antoine de Bourbon, qui est un véritable, comment pourrait-on dire, c'est un coureur de jupons. C'est un coureur de jupons, mais c'est avant tout d'abord un chef de guerre. Oui. C'est un chef de guerre puisqu'il se distingue. Un esprit agité, hein. C'est un esprit agité, c'est un chef de guerre, il se distingue sur les champs de bataille, il est quand même le chef de la maison des Bourbons, prince du sang, mais c'est vrai que lui colle cette réputation d'homme volage, aimant la luxure, la débauche, et c'est ce qui va malheureusement se passer, puisque dans l'intervalle où il va rester à la cour de France et Jeanne va repartir en Béarn, on va apprendre qu'il aura une liaison avec une autre femme, un fils, et que les rapports entre Jeanne et Antoine vont effectivement se distancier. C'est-à-dire que là, ils se séparent même carrément, en fait. Alors ils vont se séparer puisque en 1561, on peut dire, après le colloque de Poissy, Antoine va effectivement quitter... Au bord des guerres de religion. Hein. Nous sommes déjà dans les premiers... Oui, effectivement. Les prémices, en fait. Dans les prémices des guerres de religion. Antoine était effectivement le chef du clan des protestants, le chef du parti des protestants avec son frère Louis de Condé, et Antoine va malheureusement finalement sous les habiles manœuvres de la reine Catherine de Médicis et de François de Guise, va finalement rejoindre le camp catholique. On va lui promettre le titre de lieutenant du général du royaume, et finalement il va changer de camp, il va donc adhérer finalement au parti catholique, et il va essayer de Paris de faire rejoindre Jeanne dans le parti catholique. Jeanne avait entre-temps effectivement abjuré sa foi catholique à Pau, le jour de Noël 1560, et c'est à partir de là que les rapports entre les deux êtres vont effectivement être très tendus. L'entrée de Jeanne dans la Réforme se fait officiellement en 1560, mais on peut dire que
dès sa naissance, dès son plus jeune âge, elle a été formée par sa mère dans une forme d'évangélisme déjà très avancée, que la reine Marguerite elle-même, sans être réformée, était assez favorable aux idées nouvelles. Bien sûr. Effectivement, puisque on peut dire que Marguerite de Navarre a très tôt adhéré à ce qu'on appelait à l'époque la Devotio Moderna, qui était plutôt une pratique ou bien une réforme souhaitée de l'Église catholique, mais à l'intérieur de l'Église de Rome, alors que Jeanne, elle, va effectivement prôner la réforme protestante en dehors de l'Église de Rome. Oui, Guillaume nous dit, est-ce qu'en fait le but de sa vie n'a pas été toujours de reconstituer sa Navarre ? Je ne pense pas. Le but de sa vie, il était surtout de défendre sa religion, et elle va le faire avec une extraordinaire maestria d'ailleurs. Cher Franck, demande par ailleurs Laetitia via Facebook, pourquoi parle-t-on toujours du royaume de France et de Navarre ? Précisément parce que Henri de Navarre, le fils de Jeanne, était roi de Navarre, et quand il est devenu par la même occasion roi de France, à partir donc de la fin du XVIe siècle, on parle de roi de France et de Navarre. C'est aussi simple que ça. Exactement, encore une fois, le vicomte de Béarn est roi de Navarre, et Henri IV, lorsqu'il atteindra effectivement le trône de France, il deviendra roi de Navarre. Justement, et roi de France. Quels étaient, quel type de souverains Jeanne et Antoine ont été pour la Navarre ? Est-ce qu'ils ont... Alors, on peut dire que... en Navarre, du moins en Béarn surtout, puisqu'ils étaient à Pau et ils devaient rendre des comptes aux États de Béarn. Ils devaient effectivement... Ce sont des souverains qui ont été assez proches de leur peuple, qui ont effectivement... Elle est reine de Navarre en 1555, à la mort de son père. Elle accède bien sûr à la vicomté de Béarn de par la mort de son père en 1555, et ipso facto, automatiquement, elle devient reine de Navarre. Mais en tant que béarnaise, puisque le Béarn est un État souverain, le souverain doit prêter serment devant son peuple, et on a à faire déjà à cette époque-là une première opposition du peuple béarnais, puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître Antoine comme souverain, puisque, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la loi salique ne s'applique pas en Béarn. Antoine n'est pas béarnais, Jeanne est une princesse franco-béarnaise, et le peuple béarnais, les États, c'est-à-dire l'ordre des nobles, du clergé et des communes et des vallées pyrénéennes, reconnaissent simplement Jeanne. Oui. Donc il y a effectivement, dans un premier temps, une première altercation entre Antoine et les États de Béarn, qui se passe pas toujours très très bien, mais finalement ils arrivent avec des compromis assez subtils à, ne serait-ce que sur le plan de la religion, à appliquer toujours la religion catholique. Ce qui ne va pas durer. Alors ce qui ne va pas durer, ils vont faire venir de Genève des pasteurs, et ils vont subrepticement... Des calvinistes ? Des calvinistes, voilà, effectivement. Calvin leur envoie des pasteurs, et ils vont subrepticement, implanter la foi protestante, déjà dans les maisons aristocratiques du Béarn, et ensuite dans l'ensemble du Béarn. On célèbre cette année le 5e centenaire de la Réforme. On peut dire de Jeanne d'Albret qu'elle est une des grandes figures, une figure héroïque en quelque sorte de la Réforme. Alors c'est une figure héroïque, mais c'est une figure effectivement qui va bien au-delà du Béarn et de la Navarre, puisque elle va prendre en 1568, elle va participer directement à la Troisième guerre de religion en France. Elle va rejoindre son beau-frère Louis de Condé et l'amiral Coligny. Elle va rejoindre de Pau, Nérac jusqu'à La Rochelle. Elle va y rester 3 ans, et là elle va mener, c'est elle qui va galvaniser les troupes. Un véritable chef. Elle va s'entretenir très étroitement avec la reine Élisabeth Ier. Elle va gager ses bijoux à Londres pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter des munitions, des vivres pour alimenter l'armée protestante, et c'est elle qui va véritablement soutenir la cause protestante, et c'est elle qui va, à l'issue de ce conflit armé, de cette Troisième guerre de religion, qui va initier les grandes discussions avec Catherine de Médicis pour aboutir au fameux édit de Saint-Germain-en-Laye, le édit de paix de 1570. Ces deux femmes tellement différentes et en même temps tellement remarquables, chacune dans son registre. Oui, effectivement, ce sont deux grandes dames qui sont dans un premier temps amies, puisqu'elles ont effectivement des intérêts communs, ne serait-ce que déjà pour Catherine de Médicis s'appuyer sur Jeanne pour essayer de limiter le plus possible l'emprise des Guises avec Antoine dans un premier temps. Après, elles deviendront extrêmement rivales, puisque Catherine de Médicis, son principal objectif est d'obtenir l'unité religieuse en France, et pour ce faire, elle entend faire venir à la cour de France le petit Henri, de telle manière à le faire redevenir bon catholique, et essayer ainsi de ramener la paix religieuse en France. La paix religieuse en France, disons-nous, à 14h49, un vendredi saint, ça ne s'invente pas. Dans un instant, nous allons parler du fils, bien sûr, de Jeanne, c'est-à-dire de cet Henri de Navarre qui un jour deviendra catholique, le roi de France.
Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jeanne d'Albret cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité. Il est avocat et historien Bernard Berdoudas. Et puis à partir de 15h, dans moins de 10 minutes maintenant, nous irons passer près d'une demi-heure dans les Pyrénées-Atlantiques à la découverte de la Nouvelle-Aquitaine et surtout à la découverte de la ville d'Orthez avec Alexis Ichas, notre guide qui vient de nous rejoindre. Il est historien et membre de l'Académie de Béarn. Bonjour Alexis Ichas, merci d'être avec nous. C'est bien d'avoir des connaisseurs du terroir comme ça. Le Béarn n'a aucun secret pour vous, on peut le dire. Alors, je suis béarnais, je parle béarnais, je suis né près d'Orthez et c'est une de mes passions, la principauté de Béarn. Oui, alors justement, on parlait de la vicomté, comment la distinguez-vous ? Alors je la distingue par un grand esprit d'indépendance, puisque le Béarn, comme le rappelait mon ami Bernard Berdoudas, est indépendant depuis 1620. Oui. Et les Béarnais ont gardé un caractère d'indépendance et de fierté que l'on retrouve encore même dans les rues d'Orthez. Ah oui, je craignais que vous ne fassiez allusion à la campagne électorale. Là, j'ai eu d'un seul coup des sueurs froides. Alors, Henri IV, le futur Henri IV, est le fils chéri de Jeanne d'Albret. C'est un enfant de l'amour au départ, il faut le dire. Alors c'est un enfant de l'amour puisque c'est l'enfant d'Antoine et de Jeanne. Il faut savoir que Henri a été conçu à Abbeville. Antoine est sur les fronts et sur le front du nord de la France. Il est en guerre contre Charles Quint et le soir, il rejoint Jeanne derrière les lignes et les jeunes couples se rencontrent et c'est là où effectivement Henri a été conçu à Abbeville. Jeanne est enceinte et elle descend à Pau à la demande pressante de son père qui lui dit écoutez, j'ai fait un testament et il se peut que ce testament ne soit pas destiné pour toi, donc ce serait bien que tu viennes enfanter en Béarn. Jeanne a perdu déjà 2 enfants, 2 garçons. Eh oui. Alors elle a perdu le petit duc de Bourbon, elle a perdu Louis comte de Marle. Donc Jeanne descend avec Antoine. 3e tentative. Exactement. Donc Jeanne descend en Béarn et elle arrive au mois de novembre et elle accouche donc le 13 décembre. Alors, on connaît par cœur tout le cérémonial de la naissance d'Henri IV, mais pour le plaisir, racontez-nous ça. Alors pour le plaisir, c'est vrai que c'est un plaisir qui rejoint un peu la légende. Il a placé la chambre de Jeanne juste sous sa chambre, Henri d'Albret, et il a demandé à son valet de chambre Cotin, tu m'avertis lorsque tu l'entends, les premiers travaux de ma fille, lorsque tu entends son travail débuter, tu viens me chercher. Il avait demandé à sa fille, si tu veux effectivement si tu veux hériter, je te demanderai de chanter une chanson en béarnais lorsque le petit viendra au monde. Et Jeanne s'est exécutée, elle a chanté un vieux motet béarnais dédié à la Sainte Vierge, Notre-Dame du Bout de Boupon, et le petit venu tout naturellement, le vieil Henri l'a pris dans ses bras, lui a frotté les lèvres avec une gousse d'ail, le petit a bien évidemment bougé sa tête, il lui a humecté les lèvres avec le vin du pays, donc forcément le jurançon, et le petit également a hoché la tête, et finalement on l'a mis dans sa carapace de tortue. Alors ça c'est peut-être effectivement la légende, même si la carapace de tortue existe toujours. Elle est toujours exposée au château de Pau. Elle est toujours exposée d'ailleurs, après bien des vicissitudes, et le petit Henri est venu au monde dans la plus grande joie de la cour de Béarn. Peut-on dire de l'éducation que Jeanne va donner à Henri qu'elle est calquée sur celle qu'elle a elle-même reçue de Marguerite ? Oui, elle lui a effectivement prodigué le meilleur enseignement. Henri IV est un des meilleurs de nos rois qui a été effectivement formé, et elle lui a donc, je crois qu'elle lui avait même donné son précepteur, Nicolas Bourbon, et Henri était effectivement un jeune prince très bien éduqué. Oui. Il hérite à la fois le caractère puissant de sa mère, oui, et l'esprit un peu volage de son père. Voilà, il aura les deux, lui. Voilà, exactement. C'est un bon composé de ses parents. Il a une vision politique comme sa mère, effectivement. C'est un chef militaire très valeureux comme son père. Mais effectivement, il est un peu volage, même beaucoup volage, comme son père. Voilà. On peut dire que c'est un bon mélange. Mais je pense quand même qu'il penche davantage du côté de sa mère, du fait de sa vision politique. Elle a eu du mal à accepter son mariage, sa mère,
quand même, avec la fameuse C'est Margot. son dernier combat, c'est son grand dernier combat, c'est sa grande négociation avec Catherine de Médicis qui va durer pendant plus d'un mois, mais elle va réussir à obtenir satisfaction, mais c'est une négociation qui va l'épuiser puisqu'elle va mourir quelque temps après. Elle en meurt d'une certaine manière. Voilà, exactement. Oui. Ça a été terrible ça pour Henri, non? Pour Henri de Navarre. C'est un déchirement, il dit d'ailleurs, il écrit, puisqu'il apprend la nouvelle, il est en Poitou, à Chaunet exactement, et il dit effectivement que ça sera pour lui une très grande perte. Il est responsable à la fois des Béarnais, mais également de la cause protestante, et c'est une lourde responsabilité qu'il aura assumée. Et oui, parce que évidemment, la responsabilité de cette cause-là passe des épaules frêles mais solides, je dirais étroites mais solides de Jeanne à celle nettement plus armée d'Henri. Ça, ce serait presque un autre règne, une autre histoire, mais en même temps, c'est aussi un peu le prolongement de l'histoire de Jeanne elle-même. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle roule, cette Ferrand mobile, plus de 800 km aujourd'hui entre Paris et Orthez. Nous allons donc, vous l'avez compris, visiter les Pyrénées-Atlantiques et visiter cette ville d'Orthez. Alors vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Merci à Guillaume qui vient de poster à l'instant avec le hashtag ACDH une photo du pont vieux d'Orthez. Continuez à venir nous parler de cette région, de votre ville. Nous en parlons et nous faisons la visite aujourd'hui avec Alexis Ichasse, historien, membre de l'Académie de Béarn et auteur de Portrait béarnais paru aux éditions Gascogne. Et puis, toujours avec nous dans la Ferrand mobile, Bernard Berdoudas, avocat, historien et membre lui aussi de l'Académie de Béarn et, alors je le rajoute, président des Béarnais de Paris. Eh bien, dites-moi, nous sommes entre Béarnais et d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'Isabelle Millet aussi avait des liens avec le Béarn. Enfin, nous sommes cernés là, Anissa. Oui, c'est ça. Là. Tout à l'heure, Lorena nous donnera quelques conseils pour avoir l'air très béarnais aussi. Je sens qu'on va se régaler avec les bons plans de Lorena Martin. Je pense qu'on mange bien dans le Béarn. Il était évident que pour retrouver plutôt Jeanne d'Albret, c'était à Orthez qu'il fallait se rendre, Alexis Ichasse. Ça reste sa ville, qu'on le veuille ou non. Alors, l'esprit de Jeanne d'Albret plane sur Orthez. Ah oui, Il y a eu une académie protestante qui a eu un rayonnement tout à fait spectaculaire pendant les... Ce qu'on appelle une académie, c'est un lieu d'études en fait, une sorte d'université. Université. Elle a pris d'ailleurs le nom d'université également. Mais si je devais comparer peut-être Orthez à une... Vous dites Orthez, vous ? Orthez, bien sûr. On ne prononce pas le Z. Hein. On le prononce, on dit Orthez. Orthez. Bon. Puisqu'en béarnais, ça s'écrit avec un S à la fin, donc on dit Orthez. Voilà, d'accord. On pourrait comparer la ville d'Orthez à un éventail qui est déplié, posé au bord du Gave, et qui s'ouvre autour de son château vicomtal, de la célèbre tour Moncade. Et à l'intérieur de cet éventail, un certain nombre de joyaux de l'architecture gothique qui ont très fortement marqué également l'histoire du Béarn. On est donc on est au pied des Pyrénées, bien entendu. On est tout près du Pays Basque. Voilà, qui s'ouvre là juste à côté. Alors on est à une portée d'arbalète du Pays Basque, mais ça, c'est vous qui le dites, je sens que vous allez nous faire des amis. Vous m'obligeriez en ne confondant pas les deux. Non, mais c'est bien pourquoi j'ai bien distingué. Et Orthez a été en effet la capitale du Béarn pendant 2 siècles, par la volonté de Gaston VII Moncade, qui est un lointain prédécesseur de Gaston Phébus, qui est un autre personnage dont l'esprit plane sur Orthez. C'est un seuil, un lieu d'échange, de passage, évidemment, de commerce, de pèlerinage aussi, parce qu'il y a tous les pèlerins de Saint-Jacques qui passaient par là. Absolument. Il est quand même très important de souligner que la voie limousine, la voie qui arrive de Vézelay jusqu'à Saint-Jacques, traverse Orthez. Il y a toujours beaucoup de pèlerins qui traversent Orthez. Il y a d'ailleurs un relais de Compostelle au centre de la ville, installé dans un hôtel particulier. Et c'est vraiment un carrefour, puisque du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest, de Bayonne vers Toulouse, finalement toutes les marchandises transitaient par Orthez et par le pont qui est cité tout à l'heure par notre auditeur sur Twitter, ce fameux pont d'Orthez, évidemment, qui est un point de jonction entre le nord et le sud,
sud, les deux rives du tellement Gave. beau, tellement spectaculaire, Absolument, on peut dire. ouais. Avec en plus ce Gave qui est assez souvent en partie asséché, ce qui donne de très jolis... Alors, il n'est jamais asséché, mais il a bien sûr un étiage... un étiage bas, parfois, à la belle assez saison. bas. Hein. Oui. Mais quand même, il a permis au cours des siècles de faire flotter toute la matière royale. Hein. Tous bien sûr. les mâts de l'astrolabe, de la boussole, de l'astrée sont passés sur le Gave, en venant des hautes vallées des Pyrénées jusqu'à Bayonne. Hein. Je vous propose de commencer notre promenade en partant du château Montcade, justement, où plane encore l'ombre d'un grand personnage dont nous avons souvent eu l'occasion de parler à ce même micro, c'est Gaston Phébus, bien entendu. Et absolument. Alors évidemment, quand on passe à Orthès, on est frappé par la majesté du donjon de Montcade, que tout le monde dans le pays appelle la tour Montcade. En réalité, c'est une tour qui est née de la volonté de Gaston VII de Béarn, qui est le constructeur en gros de cette principauté. Mais plane sur cette tour le drame qui s'est joué à la fin du XIVe siècle, puisque Gaston Phébus y a assassiné, Et voilà. égorgé son fils son légitime propre fils. unique, Gaston, avec un fond de complot, de poison, enfin comme on pouvait l'imaginer à l'époque. Et également, la tour est très très liée au souvenir de la reine Blanche II de Navarre, qui est décédée dans la tour Montcade, une reine malheureuse, hein, l'épouse du roi de Castille. Et puis également le siège qu'a vécu cette tour pendant les guerres de religion. C'était un bastion catholique, là. C'était on est passé un peu de chaque côté, hein, Oui, bien sûr, dans l'histoire. Mais en tout cas, en 1569, c'est un bastion catholique et le baron de Théride, le chef de l'armée catholique, est retranché dans la tour Montcade. Les gens qui vont à Orthès doivent évidemment grimper en haut de cette tour. Elle est ouverte et je crois qu'à partir de demain d'ailleurs, elle est ouverte. Elle ouvre demain, ça tombe bien. Hein. C'est ça, exactement. Je dois dire que nous n'avons pas fait l'émission exprès, mais ça tombe bien. Ça tombe bien et on a un point de vue tout à fait spectaculaire sur la ville qui se déploie vraiment à ses pieds. Hein. Alors, quand nous descendons, là, il y a la rue Montcade. La rue Montcade. Quand on descend cette rue Montcade, vous vouliez que nous nous arrêtions devant l'hôtel Pierrette. Voilà, c'est ça. Alors, c'est plus pratique de la descendre que de la monter, parce qu'elle est vraiment très abrupte. Hein. Orthès est sur un flanc de coteau, et on s'arrête devant l'hôtel Pierrette. Alors, les gens, les Béarnais vont se demander de quoi je parle. En fait, je parle de l'institution Montcade, qui est célébrissime en Béarn, mais qui est un ancien hôtel particulier. Vous avez fait vos études, vous, là? J'ai fait mes études là. Je révèle ça aux auditeurs. Excusez du peu. On va tout savoir. Ainsi que Léon Bérard et Jean-Louis Curtis de l'Académie française, voilà, qui ont fait leurs études à Montcade. Alors, c'est vraiment un hôtel particulier comme on peut les imaginer, mais qui n'est pas très prétentieux. Les Béarnais ne sont pas prétentieux. Ils montrent une certaine aisance, mais dans une grande discrétion. C'est tout à fait le style de ces hôtels. Et ce qu'il y a de curieux dans cette rue Montcade également, c'est qu'elle est tellement abrupte que les perrons des hôtels particuliers se fichent dans le sol. Hein. Je ne vais pas faire la comparaison avec la Sérénissime, mais enfin, il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que l'architecture des maisons s'est adaptée véritablement au relief de cette rue. Extraordinaire endroit. On est dans un des jolis endroits du sud-ouest là. Oui. Alors, si vous voulez, on va continuer notre promenade. On va arriver dans un instant au monastère des Capucins. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et nous sommes dans le Béarn cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h30. Profitez-en, venez faire cette visite avec nous en cette veille de week-end de Pascal. On est peut-être en train de vous donner aussi des idées de futurs longs week-ends ou vos vacances d'été, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Grégory nous dit Orthès est plus près des Landes que du Pays Basque, 35 km de Dax. Vous êtes tout à fait d'accord, j'imagine, avec ces choses. Autre message, Orthès, c'est la moutette et l'élan béarnais, capitale mondiale de la volaille et du basket combiné. Il faut vous expliquer là, parce que ça devient compliqué. Non, il a parfaitement raison, mais notre auditeur a raison de le souligner, mais Orthès a été longtemps dans la mouvance landaise, hein, appartenait longtemps au vicomte de Tartas, et les vicomtes de Béarn l'ont conquis sur la Gascogne. Et pourquoi la volaille et le basket? Parce qu'il y a le club l'élan béarnais, ils ont été champions d'Europe, champions de France. Alors si vous ne citez pas la volaille et le basket à Orthès, vous vous fâchez avec tout le monde. Eh ben voilà, c'est fait, donc nous nous fâcherons avec personne pour l'instant. Et nous allons entrer
retourner gentiment au monastère des Capucins, qui d'ailleurs est maintenant propriété de la commune, si j'ai bien compris. Absolument, qui a été longtemps en déshérence. C'est un monastère dont il reste quand même de belles structures, hein, avec des arcades gothiques. C'est un monastère qui a été édifié là en 1621 pour symboliser un peu la reconquiste, la reconquête d'Orthès par le parti catholique quand Louis XIII est venu en Béarn pour restaurer la religion catholique. Il a installé un peu des monastères un peu partout. C'est le monastère capucin d'Orthès. Et ce monastère est également lié, enfin celui qui le précédait, mais c'est le même endroit, et le lié à une anecdote tout à fait extraordinaire. C'est le demi-frère de Gaston Phébus qui était le gouverneur de la place en quelque sorte, et les Orthésiens s'étaient révoltés contre la façon dont ils étaient gouvernés, et Gaston Phébus les a laissés mariner pendant quelques mois avant de déclarer la sentence qu'il allait leur appliquer, et il a trouvé que les laisser mariner pendant quelques mois dans la perspective d'une vengeance était beaucoup plus formateur, beaucoup plus pédagogique que finalement les punir immédiatement. Tout de suite, oui. Voilà. On a raconté cet épisode, je ne savais pas que c'était là que ça se passait, oui. hein, cette punition, cette rébellion. Cette rébellion. L'église Saint-Pierre se trouve tout près de là, d'après ce que vous... Oui. Je suis toujours votre itinéraire, c'est des gros avantages. Alors que vous faisiez tout à l'heure allusion au Vendredi Saint, effectivement, on va peut-être faire quelques pas sur la droite, on va prendre la rue Aristide Briand, et on va se retrouver devant qui n'est pas spécialement clérical, Aristide Briand, d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est une rue piétonne qui est très 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 agréable, et au bout il y a la spectaculaire église Saint-Pierre, qui est une église gothique. Alors elle a été fortement remaniée au cours des siècles, mais malgré tout elle a une homogénéité de style qui est quand même extraordinaire. Il faut rentrer dans l'église Saint-Pierre. Elle a une nef très élevée, un chœur un peu plus abaissé, et surtout elle a des clés de voûte qui sont polychromées, dont une qui porte les clés de Saint-Pierre et le fameux pont vieux dont on va parler, j'imagine, tout à l'heure. C'est dans cette église, qui a été voulue par Gaston VII, que le souverain Gaston de Montcade est inhumé. Son sarcophage a disparu pendant les guerres de religion, mais il a été inhumé dans cette église. Alors... il faudrait parler de bien des choses, mais puisqu'on a évoqué tout à l'heure Gaston Phébus, il faut savoir que si Gaston Phébus est tellement réputé dans l'histoire, c'est en partie grâce à la chronique de Jean Froissart. Et Froissart a résidé là à Orthez, un tout petit peu plus loin. Absolument, un peu plus loin, dans une maison qui s'appelle l'Hôtel de la Lune. L'Hôtel de la Lune. Alors c'est un nom tout à fait curieux, il porte son nom d'une enseigne, l'enseigne de la Lune, qui est une résidence du XIVe siècle, qui est actuellement d'ailleurs le relais des pèlerins de Compostelle. Quand ils passent à Orthez, ils viennent là à l'Hôtel de la Lune. Et effectivement, vous faisiez allusion à Jean Froissart. Il a vécu 4 mois à Orthez, et il raconte dans ses chroniques que tous les soirs, il montait le chemin, l'actuelle rue Montcade, vers le château, et qu'il trouvait Gaston Phébus souriant avec tous ses chevaliers. Il faut se mettre quand même dans une ambiance de cette fin de Moyen-Âge, avec des chevaliers qui ont couru toute l'Europe. Gaston Phébus s'est battu en Prusse, mais vous avez des chevaliers comme Espindelet ou enfin d'autres connus, qui ont fait l'Italie, qui ont fait l'Espagne, c'est des chevaliers vraiment qui avaient une personnalité tout à fait intéressante. Ils étaient très aguerris et revenus de tout et de partout. Absolument. Ça devait être des personnes extraordinaires. Alors, on est obligé d'abandonner un peu l'itinéraire parce qu'il y aurait bien des choses encore à visiter, et que ceux qui auraient aimé entendre parler de bien des choses, et notamment du fameux pont vieux dont vous nous parliez, qui est très bon. On parlait du pont Valentré à Cahors l'autre jour. C'est un petit peu le même genre. Alors, ils se ressemblent beaucoup, ils sont exactement contemporains. Oui. Mais venir à Orthez sans voir le pont vieux, c'est pas possible. C'est impossible, c'est un péché. C'est un péché. Mais je voudrais plutôt qu'on s'attarde, si vous le voulez bien, pour la minute qui nous reste, à la maison, et je pense que ce n'est pas Bernard Berdoudas qui dira le contraire, à la maison de Jeanne d'Albret, qui maintenant est un musée d'ailleurs. Alors elle s'appelle exactement le musée Jeanne d'Albret et du protestantisme béarnais. Alors il faut bien sûr franchir la porte de cette maison que j'ai connue dans mon adolescence complètement abandonnée, qui maintenant a été restructurée de façon tout à fait spectaculaire. Vous avez dans les murs de cette maison, on retrace les 4 siècles de protestantisme en Béarn, avec des
figures tout à fait emblématiques du protestantisme, la famille Reclus. Pardonnez-moi du peu, mais 5 frères Reclus, les 5 dans le Grand Larousse, ce qui est quand même pas rien. Il n'y a pas qu'Élysée. Absolument. Les familles, les pasteurs Cadier, enfin tous les gens qui ont fortement marqué le protestantisme. Si on veut avoir une idée de cette église du désert de la fin du XVIIIe siècle qui s'est installée en Béarn, il faut le visiter, c'est très émouvant, c'est très bien fait. Il y a des visites guidées, c'est des gens passionnés qui parlent avec amour de cette clandestinité du protestantisme quand le catholicisme a été rétabli. Venez à Orthès et venez voir vraiment la maison Jean d'Albret, c'est incontournable. Oui, on a l'impression d'y être quand vous en parlez. Vous avez vraiment, non, c'est bien, vous avez la fibre, c'est formidable. Et il ne manque plus que la garbure, la piperade et la poule au pot, mais tout ça arrive grâce à Lorena dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Et bougez plus. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes dans le Béarn cet après-midi et voici les bons plans de Lorena Martin. Alors juste comme ça, pour info, si vous allez sur Twitter avec le hashtag ACDH, vous verrez un tweet de Caro qui dit « Les bons plans de Lorena Martin quand on n'a pas déjeuné juste avant 16h, c'est une gourmande torture. » Et ça, je confirme. Et je confirme aussi. Oui. Nous n'avons pas tous le temps de déjeuner avant cette émission, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et même quand on a déjeuné, c'est une gourmande torture aussi, de toute vous façon. allez nous parler de garbure, jusque-là, ça, on devrait pouvoir supporter le choc. Une soupe paysanne aux choux avec des légumes, carottes, pommes de terre, choux, porc. Vous avez donc la garbure, la piperade et le magret qui pourraient faire qui pourraient constituer le menu béarnais par excellence. Et la piperade, donc on en avait déjà un petit peu parlé avec le Pays Basque. On prononce comment on dit, la piperade. Piperade. Il me semblait que le peu était nécessaire. Et donc ce sont des piments doux, locaux, de forme mince et allongée. Et ce sont des piments qui ne sont pas du tout piquants. On en avait parlé lors de notre émission sur Biarritz. Et donc on y ajoute des tomates bien mûres, du piment d'Espelette, de l'oignon, de l'ail, des œufs, du jambon. En fait, c'est une garniture. Une garniture. Mais qui vient avec quoi alors? Alors on peut le servir avec un magret comme on l'a dit tout à l'heure, ou même seul. Parfois les gens le mangent seul aussi. Vous avez aussi comme autre spécialité du fromage. Ah oui, du fromage. Je pensais que vous alliez nous parler de la poule au pot d'Henri IV. On peut en parler. Donc c'est le symbole du roi Henri IV né à Pau, et ce plat se compose d'une poule farcie de légumes tels que carottes, oignons, poireaux, navets. C'est cuit à feu doux et mijoté pendant de longues heures. Et c'est le plat des repas de fête, des dimanches béarnais. Oui, c'est ça. Il fallait que chaque famille puisse avoir sa poule au pot, n'est-ce pas, le dimanche. Alors, vous vouliez parler de fromage. Et je pense qu'on va... Voilà. Fromage de brebis. Qui là mettra d'accord les Béarnais et les Basques, puisque nous sommes à cheval, en fait, sur le Béarn et le Pays Basque. Donc, l'Osso du Béarn et l'Irati du Pays Basque. Les deux vallées qui se touchent. Il y a tout près vous vouliez parler du pastis aussi, peut-être? Le pastis qui n'est pas un alcool. Non, c'est le même que l'autre jour, là. C'est la pâtisserie, en fait. Voilà, c'est la pâtisserie, en fait. Donc, c'est une sorte de brioche qui est parfumée à l'anis. D'accord. Il y a juste à côté d'Orthès, vous avez vu, j'ai fait un progrès considérable dans le cours de cette émission. Il y a un petit village qui s'appelle Castagnède, où l'on trouve une adresse de gastronome. Adresse, oui, complètement, et qui est très connue des Béarnais. Et c'est Alexis Chasse qui m'a fait connaître ce magnifique petit village. C'est le bout du monde, m'avait-il dit. C'est le village qui est dans une impasse. Et en fait, cette belle auberge, donc c'est déjà important de réserver puisqu'il est très réputé. Et en fait, on est dans un hameau paisible du Béarn, une belle auberge au volet rouge, et c'est une auberge vraiment de campagne rustique. Et là, on sert toutes les spécialités basques et béarnaises avec le confit, la garbure, le foie gras, les poissons aussi de l'Atlantique. Donc c'est une très belle adresse et on peut même y dormir. Vous avez plusieurs bonnes adresses d'ailleurs. Et alors, vous m'avez mis sur la feuille de préparation des photos qui donnent très envie, je dois dire. Vous avez aussi le gourmet du lac à Orthès, qui donne en fait, qui a une vue sur le lac de la base de loisirs, une magnifique vue. Et donc là aussi, c'est une cuisine traditionnelle et raffinée avec des produits frais, essentiellement locaux, une carte qui est renouvelée tous les 2 mois. Et vous avez des spécialités de poissons, d'eau douce. Pas des poissons du lac, si, mais on pourrait presque le croire. Poissons de mer et d'eau douce, avec du chipieron, du bar, des coquillages, etc. Et ça a été labellisé maître restaurateur. Donc c'est une cuisine faite maison qui travaille avec des produits bruts et frais. La Tour Galante se situe à Sceaux de Navaille. Oui. C'est à
à 11 km d'Orthès. D'Orthès, exactement. Là encore, ce sont les spécialités du sud-ouest. Donc c'est garbure, magret, foie gras, cassolette de riz d'agneau au cèpe. Et c'est une belle façade au volet bleu ciel qui donne sur la cour, sur la tour de Gaston Phébus. C'est une vieille tour qui domine le vestige donc d'une motte castrale. C'est très joli. Il y a un verger d'ailleurs dans ce village. Un verger où on peut acheter directement des fruits, des pommes, des poires, des kiwis presque toute l'année. C'est le verger Pelane et c'est à Sceaux-de-Navaille également. Et c'est la deuxième génération d'arboriculteurs du verger. Oui, c'est pas mal d'ailleurs de nous trouver des petites adresses comme ça, fermières, si je puis dire, hein, où on peut trouver les meilleurs produits du cru. C'est le cas notamment à Castétis de la ferme Les Petits Bernais, mais alors lait L-A-I-T. L-A-I-T, exactement. En fait, ils produisent des fromages fermiers et des produits laitiers bio et les propriétaires organisent des visites de leur ferme. Ils racontent leur quotidien, la vie du sol, des plantes, les secrets de transformation du lait, des fromages. Et donc la visite se termine par une dégustation et les produits, vous pouvez les acheter sur le marché d'Orthez, notamment le mardi et samedi matin. Merci beaucoup Lorena. Un petit chocolat peut-être pour la route. Chocolaterie, la chocolaterie d'Orthès, qui est dans le centre d'Orthès. Il faut qu'on rentre après ça, nous, c'est pas le tout. Et puis un petit mot quand même du tissage mouté. J'ai pas eu le temps d'en parler, oui, vous avez mais raison. C'est quand même depuis 5 générations. C'est pas que vous n'avez pas eu le temps, c'est que j'ai oublié de vous poser la question. Mais quand même, ils sont spécialistes du linge basque et du linge de table, donc très important à Orthès. Merci beaucoup Lorena Martin. Alexis Chasse, Portrait béarnais, c'est aux éditions Gascogne, et de Bernard Berdoudas, à la fois la biographie bien sûr de Jeanne d'Albret, et puis une présentation et commentaire des lettres de Jeanne d'Albret, suivi de son grand texte d'explication au moment des guerres de religion, qui s'appelle L'Ample Déclaration. Tout ça est publié chez Atlantica. Merci messieurs. Et voici notre Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck, effectivement la Cour des Grands arrive tout de suite, 15h30, 17h, et moi je vous souhaite un excellent week-end. Excellent week-end à vous, nous nous retrouvons pour la rediff demain, et puis lundi bien entendu, fidèle au poste malgré le lundi de Pâques. Lundi 14h pour parler de l'humour de Marcel Proust, et nous irons nous balader en Eure-et-Loire. Et puis je me permets de vous rappeler que si vous n'avez pas encore programmé vos vacances d'automne, eh bien Europe 1 vous propose la croisière au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand et Marc Menant sur le Danube, s'il vous plaît. Du 26 octobre au 2 novembre, visite de Vienne, de Budapest, de Bratislava avec les portraits de personnalités comme Mozart, Freud, Zweig. N'hésitez pas à vous inscrire sur europe1.fr.